Bonjour à tous, ravi de vous voir sinon, enfin vous voir, on ne vous voit pas, mais de vous avoir en tout cas si nombreux. On devrait être 150 participants aujourd'hui. Je ne sais pas où on en est en termes de compte, je n'ai pas la visibilité de tout, mais en tout cas très content de vous voir et avoir un panel très représentatif selon les inscriptions de notre belle région entre les institutions bancaires, assurances, négoces, énergie, sociétés de conseil, mais aussi l'industrie horlogère et des machines, les organisations internationales, fédérations. Je souligne particulièrement le secteur aussi de la santé, santé publique, que nous applaudissons tous depuis ces dernières semaines et aujourd'hui représentés du Valais au Jura, passant par Lausanne et Genève. Bienvenue à vous. Mes collègues de Page Group se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue, particulièrement notre division RH, représentée par Imogène Perrotet, Samira Malo, que vous verrez certainement tout à l'heure, Anthony Sorlin, qui est en tout cas en bas à gauche de mon écran, je ne sais pas comment vous le voyez, avec un joli pull bleu, et moi-même, Raphaël Asseo. Je remercie particulièrement Lucie et Jonathan, qui sont dans l'ombre, mais qui font partie de notre marketing, et sans quoi cet événement ne pourrait se faire. Comment garder le cap en pleine tempête? Je vais sans attendre passer la main à Julien Gibert, directeur de Page Group pour la Suisse romande, qui va nous partager son expérience. Je remercie d'avance, mesdames, Jessica Zilberman-Dunant, directrice des ressources humaines de Genève Aéroport, que vous ne voyez pas, on a quelques problèmes techniques, mais on essaiera en tout cas de vous montrer une image représentative de cette dernière, en tout cas qui vous entendrez au moins sa voix, on verra si on arrivera à régler la situation. Et puis Laure Hauswirth, qui est pour moi en haut avec une jolie blouse bleu marine, chef de service des ressources humaines de la ville de Morges. Merci en tout cas de nous offrir par vos témoignages d'autres angles d'observation qui vont corréler peut-être avec celle de Julien. Comment ça va se dérouler? Après 30 minutes de présentation, Stéphane Effliger, que vous voyez avec une très belle cravate rose et une très belle bibliothèque, ça c'est le sage et son savoir, consultant et membre de la direction de Vicario Consulting, qui prendra le flambeau pour animer les questions-réponses, vos questions, et nous partager sa synthèse. Je le remercie également pour sa participation. Étant un grand nombre aujourd'hui, nous vous invitons à poser vos questions sur l'onglet qui est en haut à gauche de votre écran, qui a donc un point d'interrogation. J'espère que vous le voyez tous. Vous cliquez sur ce point d'interrogation et vous insérez vos questions. Et comme on ne verra pas forcément votre identité, n'hésitez pas à rajouter votre nom et l'institution, société que vous servez, ou alors de rester masqué si la question est brûlante. C'est Stéphane qui fera le tri et qui fera au mieux, en tout cas, pour vous représenter. Julien, c'est à toi. Merci Raph, merci à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'avoir le plaisir de partager et d'ouvrir les portes de Page aujourd'hui. L'idée, c'était de vous partager comment on a vécu ces presque 6 semaines enfermés, tous chez nous, comment on s'est organisé et puis comment on avait anticipé un certain nombre d'éléments grâce au fait qu'effectivement, comme vous le savez tous, même si nous sommes des acteurs locaux sur Genève et Lausanne notamment, mais Page est un groupe et on a pu profiter de l'expérience des différents pays dans lesquels nous sommes présents et essentiellement l'Italie qui, comme vous le savez, a été en Europe, enfin, est toujours le pays le plus touché et a été le premier pays touché, mais on a pu énormément bénéficier de leur expérience pour anticiper un certain nombre de choses. Et puis, l'idée, c'est de vous parler de tout ça et dans un second temps, pour les 5 minutes qui me resteront, de parler un petit peu des apprentissages que j'ai pu constater et que je souhaitais partager, qu'ils soient liés à du leadership, qu'ils soient liés à des aspects plus macro. Donc, voilà l'objectif. Je vais partager mon écran. J'ai prévu trois rapides slides pour effectivement illustrer de manière visuelle les différentes étapes. Pour nous, en fait, cette crise, on en a tous entendu parler à partir du mois de janvier. J'allais pas dire chaque jour, mais chaque semaine, les informations en provenance de Chine étaient un petit peu de plus en plus pressantes.
Et puis, on a eu chez nous, Page, un vrai élément déclencheur, c'était le 18 février, donc quasiment un mois avant que l'on soit tous confinés. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nos bureaux de Milan ont décidé de fermer parce à cause de la situation en Italie et le gouverneur, notamment de la province de Milan, a décidé de fermer toutes les entreprises. Donc, ça a agi pour nous au niveau Europe chez Page comme un vrai électrochoc. En se disant, bah tiens, l'Italie est fermée, ils se retrouvent sans pouvoir travailler quasiment du jour au lendemain. Ils sont 300 là-bas. Nous, ça a été la première étape pour nous en Suisse pour tester toutes nos capacités de travail en home office. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 4-5 ans maintenant, nous sommes rompus au travail à distance. On a tous les outils qu'il nous faut pour travailler. C'est utilisé de manière assez régulière par un certain nombre de collaborateurs. C'est plus, entre guillemets, aujourd'hui à la carte, en fonction de l'organisation de chacun, mais on avait déjà tous les outils. Donc, dès le 18 février, on a sollicité notre service informatique central à Barcelone pour vérifier que l'ensemble de nos collaborateurs, si on était amené du jour au lendemain à se retrouver chez nous, auraient les moyens de travailler. Donc ça, c'était la première étape. Ça remonte au 18 février. Entre-temps, on s'est assuré de bien suivre au travers de boards d'Europe et de meetings auxquels j'ai la chance de participer, comment évoluer la situation en Italie. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, à partir de début mars, ça commençait à toucher l'Espagne. Et on arrive, nous, à notre deuxième étape, qui était le 9 mars, une semaine avant le confinement. On a commencé à prendre quelques décisions, voyant que la situation se dégradait en Italie et commençait à toucher massivement l'Espagne. On a des bureaux qui ont commencé à fermer en Espagne. Et c'est le moment où nous, on a décidé de réduire l'accès à nos bureaux, à nos candidats, à nos clients, malheureusement, à bâtir une procédure interne en cas de cas positif parmi nos effectifs. Qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse dans ce cas présent? Traquer l'ensemble des personnes rencontrées par le consultant ou la consultante qui serait positif au Covid-19, par exemple, et remonter un petit peu les filières. Donc ça, c'est une procédure qu'on a eu la chance jusqu'à aujourd'hui de ne pas lancer, mais elle était prête. Et puis, bien évidemment, on a commencé à s'appliquer à nous-mêmes en interne la distanciation sociale, les gestes barrières. On a demandé aux personnes qui pouvaient revenir d'Asie, aux personnes qui pourraient revenir d'Italie, de rester chez elles. Et on a aussi demandé pour les personnes qui prévoyaient des voyages, parce qu'on ne savait pas que tout allait être arrêté, mais qui prévoyaient des voyages, de suivre des précautions et d'annuler leur voyage si possible en fonction des zones dans lesquelles ils allaient se trouver. Donc ça, c'était le lundi 9 mars. 3 jours plus tard, évidemment, toujours en contact avec l'Italie, l'Espagne, et puis on voit que ça se dégrade. On a décidé, nous en Suisse, donc c'est un jeudi, le 12 mars, d'organiser des shifts pour la semaine suivante, à savoir une équipe qui vient travailler le lundi, une autre équipe qui vient le mardi, et ainsi de suite. On a mis en œuvre des roulements pour qu'en fait, on ait le moins de collaborateurs possible qui puissent se rencontrer et permettre au sein de nos bureaux que nos collaborateurs respectent la distanciation sociale, comme on l'appelle. Bien évidemment, il a fallu communiquer tout ça aux équipes une fois que la décision est prise et puis organiser les aspects logistiques parce que ce n'est pas si facile que ça. Il faut réorganiser des bureaux, décider qui vient quand, quel jour de la semaine en fonction de ses possibilités ou pas. Donc ça, c'était le jeudi 12 mars. Et finalement, tout ce travail, on était bon pour le jeter à la poubelle puisque le lendemain, on a décidé, le vendredi 13, c'était peut-être un signe, qu'à partir du lundi, en fait, on fermait nos bureaux en Suisse et on rapatriait tous nos collaborateurs à la maison à partir du lundi. Donc là, il a fallu effectivement organiser d'un point de vue logistique. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, nous sommes équipés de l'ensemble des outils nécessaires pour travailler en home office. Donc ça, après, les personnes, il fallait qu'ils rentrent chez elles, qu'ils s'organisent. Et puis, il fallait que nous, on gère fermeture de bureau. Ça veut dire qu'il faut dévier des lignes téléphoniques, qu'il faut suspendre des livraisons quelconques de fournisseurs, etc. Donc, c'est toute cette logistique-là qu'on a mis en place le vendredi pour nous permettre, dès le lundi suivant, d'être live en home office.
Donc, c'est ce qui s'est passé à partir du 16 mars. Donc, on se retrouve tous chacun chez nous et là, s'enchaîne un certain nombre d'étapes parce qu'il faut commencer à apprendre à travailler tous ensemble à distance. Donc, ça passe par effectivement différents éléments. Communiquer, nous, auprès de nos travailleurs temporaires, on en a un peu plus de 300 en Suisse, qu'effectivement, nous travaillons depuis la maison, mais notre service continuera comme d'habitude. Ça passe pour chaque équipe s'organiser en fonction des contraintes des uns et des autres, mettre des objectifs clairs et précis par semaine à nos consultants et définir du mode de fonctionnement de chaque équipe. Ça passe aussi par, puisqu'on parle de travailler à distance, ça passe aussi par identifier les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés pendant cette étape-là, donc des difficultés techniques, parce que quand on met 100 personnes pour la Suisse en home office d'un coup, et on en a mis 5000 en Europe à partir du 16 mars, effectivement, l'informatique peut rencontrer quelques soucis. Donc, c'est identifier ces personnes-là, c'est identifier les personnes qui sont seules, parce qu'on savait déjà que ce confinement allait durer plusieurs semaines et c'est important de savoir dans quelles conditions travaillent nos collaborateurs et identifier aussi les personnes qui pouvaient rencontrer des difficultés en termes d'organisation. Parce que si vous êtes 2 à la maison à travailler avec des enfants en bas âge à gérer, c'est pas la même chose que si vous êtes effectivement avec des enfants plus grands ou si vous êtes tout seul chez vous. Donc ça, c'était un sujet important pour nous au niveau du management, d'y bien identifier quelles étaient les possibilités et les contraintes de chacun. Après, on a aussi décidé, et ça peut paraître sot, mais on était dans une période peu évidente, pas mal de flou, où finalement on s'aperçoit qu'on ne fait que réagir. Je l'ai bien montré, entre le 12 mars, on prépare un plan et on le jette à la poubelle le lendemain. Et donc, ce qu'on souhaitait, nous, en interne, au travers de Page en Suisse, c'était de communiquer le plus de positif possible et toutes les bonnes nouvelles au travers de notre réseau interne social qui est Yammer et de partager les bonnes nouvelles parce que même si on était à la maison et si on l'est toujours d'ailleurs, le business continue et donc on souhaitait partager toutes ces bonnes nouvelles. L'autre sujet important, c'était de mettre en place des groupes de travail avec les managers, avec les équipes pour partager les bonnes pratiques, les bons conseils, s'assurer que tout le monde va bien, remonter tout ça au niveau Europe pour pouvoir encore plus partager les pratiques de chacun et commencer à se mettre au diapason les uns les autres. Bien évidemment, dès le début de cette crise-là, on avait comme objectif de se dire quel travail de fond on peut mener auprès de notre marché, nos clients, nos candidats, pour le moment où on sortira de la crise. On sait quand est-ce qu'on rentre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de cette crise précisément. Donc nous, on souhaitait pouvoir anticiper et mettre en place tout un tas d'actions qui seraient bénéfiques au plus grand nombre à la sortie. Et évidemment, on a commencé dès le 16 mars avec le board en Suisse à plancher sur le chômage partiel, puisqu'effectivement, quand on voit l'impact, on a commencé à se poser ces questions-là, comment on s'organise, comment on fonctionne. Et en parallèle, il fallait continuer à mener nos process de recrutement, puisque certaines entreprises continuent d'avancer et de recruter. Et c'était l'autre partie de ce 16 mars-là, c'était d'être très présent au travers de nos consultants et nos managers auprès de nos clients, auprès de nos candidats, pour les rassurer sur notre capacité à gérer le business pendant ce temps-là, à faire avancer des process de recrutement. Donc, ça pouvait être des communications personnalisées au téléphone, c'était des communications sur les réseaux sociaux, et c'était des communications au travers d'emails, notamment pour nos clients avec lesquels on travaille sur des missions en temporaire. Ça, c'était sur ce que j'ai appelé, moi, la phase 1. Après, on est rentré en phase 2 avec une première étape qui est de l'interne, c'est qu'on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, nos managers, nos consultants pouvaient avoir quelques doutes sur la capacité de l'entreprise à gérer la crise. Donc, nous, notre job, c'était effectivement de les rassurer sur la solidité financière et en termes managériels de l'entreprise pour qu'ils puissent redescendre ces messages-là. On est dans une situation tellement particulière ou tellement de flou que tout le monde se pose des questions. C'est que, bêtement, pendant combien de temps mon entreprise va pouvoir encore payer mon salaire, ça fait partie du job des managers de rassurer les équipes et de leur expliquer qu'est-ce qui est mis en œuvre au niveau groupe pour pouvoir assurer la continuité de l'entreprise.
Et puis, j'ai à ce moment-là commencé à introduire aux managers les réflexions au niveau du temps partiel, pourquoi on voulait le faire, qu'est-ce que ça engendrait. Donc, le pourquoi, c'était assez simple, hein, c'est assurer la continuité de l'entreprise, c'est effectivement protéger l'entreprise et, dans notre cas, nos salariés. Dans toutes les entreprises, les salariés sont les personnes les plus importantes, mais c'est encore plus vrai, je pense, dans notre activité. Donc ça, c'était la priorité. Donc, commencer à expliquer aux managers comment ça allait fonctionner en termes de compensation de salaire, etc., puisque ça, c'est des éléments qui venaient rassurer les équipes. La même semaine, le 26 mars, nous avons effectivement communiqué à l'ensemble de l'entreprise au travers de notre outil interne Teams, effectivement, que nous allions aller vers le chômage partiel. Là aussi, volonté d'expliquer aux différentes personnes et répondre aux questions sur le mode de fonctionnement, à savoir qu'on a choisi chez Page au mois d'avril de compenser à 100% les salaires de nos collaborateurs et leur expliquer pourquoi on le faisait. Le pourquoi très important toujours. La procédure, puisqu'en fait, on a soumis nos salariés à un vote, puisqu'on ne voulait pas forcer les équipes à se mettre en chômage partiel. Donc, effectivement, il a fallu gérer tout ça le jeudi 26 mars, entre le début d'après-midi et la fin de journée, pour pouvoir effectivement lancer la procédure effective auprès de la Confédération le 27 mars. Et assez vite, le 31 mars, une fois qu'effectivement tout a été bouclé au niveau des aspects des autorités, il y avait les communications écrites qu'on a mis en œuvre auprès de nos collaborateurs pour leur expliquer les modalités, puisqu'on a choisi de travailler à 40%. Donc 40%, leur expliquer quel jour on travaille, quel jour on ne travaille pas, comment ça se passe, etc. Autre étape, début avril, où après effectivement 2 semaines de confinement à 100%, on passe à un confinement en travail à 40%. Donc là, ça chamboule un petit peu l'organisation de l'entreprise et des équipes, puisqu'il faut réorganiser chaque équipe. Donc nous, on a pris le parti en fait que chaque équipe organise son temps de travail en fonction des contraintes individuelles de nos consultants. Encore une fois, ceux qui ont des familles, ceux qui n'ont pas de famille. Est-ce que c'est plutôt le matin, est-ce que c'est plutôt l'après-midi en fonction des contraintes des uns des autres. Et l'autre aspect très important, c'était d'expliquer à nos équipes quels étaient leurs objectifs à partir de maintenant à 40%, qui ne pouvaient plus être les mêmes qu'à 100%. Et surtout, comme on savait après 15 jours qu'on allait rentrer dans une période longue de confinement, puis après de crise généralisée, comment sur le deuxième trimestre de 2020, chaque personne allait pouvoir être évaluée. Donc ça, c'est assez important parce qu'effectivement, dans ces périodes-là, il faut que chacun sache quels sont les attentes du management, quels sont ses objectifs. Sinon, c'est compliqué de travailler et encore plus chez soi. Et l'autre aspect, on s'est aperçu après 2 semaines de confinement qu'en termes d'animation de meeting d'équipe, qu'en termes de partage, il était important de faire appel un peu plus de créativité de manière à modifier les atmosphères, à mettre un peu de joie, du positif. Donc, on a décidé de faire des meetings cross-équipe. On a décidé de remplacer certains meetings par des activités avec des jeux en ligne. Dans certains pays, chez Page, ils faisaient des cours de cuisine en ligne. On va le faire ça au mois d'avril, début mai sur Page. Donc, l'idée, c'était d'amener de la nouveauté pour toujours engager les équipes et passer tous ensemble des bons moments, parce qu'on sait que ce n'est pas simple de s'auto-motiver quand on est tout seul chez soi. Et je terminerai par une dernière étape qui est la semaine dernière, jeudi dernier pour être précis, suite à l'annonce du timing du déconfinement sur Suisse. Effectivement, d'un point de vue board, on a à partir de ce moment-là commencé à réfléchir, et c'est toujours en cours pour être tout à fait transparent, à comment on va déconfiner petit à petit les équipes en fonction des informations qui nous parviendront de l'extérieur, des informations et des guidelines qu'on va recevoir de notre groupe, parce qu'on a mis depuis le début de cette crise la santé de nos employés au centre de nos préoccupations. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on ne prendra aucun risque
Mais par contre, il faut prévoir ce plan-là, comment on gère le déconfinement. Et là aussi, on a mis en place un plan de chômage partiel, comme je l'indiquais un petit peu plus tôt, pour 1 mois sur avril. Donc maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait au mois de mai? Est-ce qu'on continue sur ce plan-là? Est-ce qu'on le modifie? Est-ce qu'on fait un plan plus long, etc. Donc ça fait partie des choses que l'on travaille depuis le 17 avril. Donc voilà pour le partage au niveau des plans d'action sur ces 6 semaines de confinement. L'étape suivante, c'est je souhaitais partager avec vous les apprentissages que j'ai pu en tirer ou que nos équipes ont pu en tirer. Et j'ai essayé de les regrouper en 4 catégories. Au centre, un élément bête, mais oui, le travail à distance, ça fonctionne. Certaines personnes l'utilisaient beaucoup, certains autres pas du tout. Et je pense que aujourd'hui, peu de personnes et peu d'entreprises peuvent dire que le travail à distance, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Et je trouve qu'en plus, ça ne nuit pas du tout à la qualité. Et au contraire, ça permet, dans certains cas, de renforcer la qualité. Et je soulignerai une anecdote, mais qui dit travail à distance, pour moi, ça ne veut pas dire être distant ou distante. Au contraire, j'y viendrai un peu plus tard, mais je trouve que ça rapproche avec les équipes et ça rapproche avec les interlocuteurs. L'autre élément, j'ai noté nouvelles opportunités. C'est vrai que dans un métier comme le nôtre, le recrutement, le fait d'intégrer de plus en plus le travail à distance, et je pense qu'à la sortie de cette crise, il sera complètement intégré, ça va ouvrir le champ des possibles pour des candidats, pour des entreprises. Par exemple, le candidat qui habite à Fribourg, il y a 1 an, il y a 2 ans, peut-être qu'il ne postulait pas à Genève, parce qu'effectivement, venir à Genève, ça prend du temps, le faire tous les jours, ce n'est pas possible. Si demain, une entreprise, elle est prête à accueillir un collaborateur qui ne vient plus que 2 jours ou 3 jours par semaine, effectivement, ce candidat de Fribourg ou ce candidat qui pourrait venir de plus loin va pouvoir postuler et va devenir maintenant un candidat intéressant et vice-versa avec l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est de nature à rapprocher encore plus les entreprises et les candidats sur le marché en ouvrant le champ des possibles, comme je le disais un peu plus tard. Et vous l'aurez tous noté, ça je vous apprends rien, mais l'accélération du digital et effectivement le fait que l'ensemble des acteurs du digital peuvent se frotter les mains, puisqu'il va y avoir beaucoup de transformations qui vont arriver par les temps qui courent, puisqu'on a pu constater avec cette période que beaucoup d'entreprises étaient malheureusement pas ultra ouvertes et assez figées, et de ce fait-là, de cette crise-là, je pense que ça va permettre d'accélérer clairement sur le sujet du digital. Je voudrais souligner ensuite les impacts personnels qui m'ont assez interpellé au travers d'échanges que j'ai pu avoir avec les équipes, mais je pense que depuis 6 semaines que nous travaillons tous, la majorité depuis chez nous, on peut chacun se créer un vrai équilibre vie professionnelle et vie privée, puisque la limite, elle est hyper fine quand on est à la maison, mais au moins on peut s'organiser en fonction de ses contraintes, on peut structurer ses journées, les organiser à son propre rythme. Donc je trouve que pour tout un chacun, ça donne plus de liberté, ça donne plus d'autonomie. Également, ça développe, je trouve, un sentiment d'appartenance à l'entreprise beaucoup plus important, parce qu'on se serre les coudes, parce qu'on travaille ensemble, on cherche à créer une dynamique, et surtout, ça donne aussi à l'ensemble des collaborateurs que nous sommes un ownership, une prise de responsabilité plus importante sur son travail, en fait. Également, je pense que tout un chacun a pu mesurer certains progrès depuis 6 semaines en termes d'organisation, en termes d'optimisation de son temps, de gestion de ses priorités, de ses tâches, et surtout de gagner en efficacité et en efficience. Je pense que ça, on aura tous fait cet exercice-là, et le jour où on pourra réintégrer nos bureaux, je pense qu'on aura démontré de gros progrès. Également, face à cette situation-là, la capacité à sortir de sa zone de confort, l'agilité, repousser ses limites, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient liées au travail, je pense que c'est un élément important qu'on a sans doute tous pu constater. Et également, je pense que cette période-là nous laisse du temps à tout un chacun pour se documenter, s'enrichir, apprendre.
Et je pense que c'est un élément pour moi très positif de ce confinement-là, c'est prendre du temps pour soi. On a moins le temps de le faire quand on est dans sa routine, où on prend sa voiture ou les transports pour aller travailler. Et là, d'avoir plus de temps, on a pu le consacrer aussi à soi-même. Également, j'ai clairement noté des modifications dans les pratiques professionnelles et la première qui me marque, c'est effectivement le développement de la confiance entre des équipes, entre des personnes. Et je pense que ça, c'est un élément clé. On est tous chacun chez nous. Il n'y a personne pour contrôler, regarder ce que vous faites. Donc, en fait, ça permet de développer de la confiance, de travailler plus en mode projet. En fait, la façon dont vous travaillez, les heures auxquelles vous travaillez, elles ont moins d'importance. Simplement que le travail soit fait. Et donc, ça développe une vraie confiance entre les personnes, entre les équipes. Et ça, je pense que c'est très enrichissant pour toute entreprise. Également, je pense qu'on a beaucoup travaillé notre ouverture d'esprit parce qu'il a fallu accepter l'autre tel qu'il était, ses contraintes à la maison, les personnes qui ont des enfants, pas d'enfants. Et je pense accepter des modes de vie qui peuvent être différents pour se mettre d'accord à quel est le meilleur moment pour travailler ensemble, pour avoir tel meeting ou tel autre. Forcément, ça force à s'ouvrir aux autres et ça crée plus de diversité finalement dans l'entreprise et on accepte encore mieux les personnes qui ne sont pas comme nous. En fait, je pense. Donc ça, c'est le deuxième enseignement, c'est la gestion de la diversité qui m'a assez marqué pendant cette période-là. Je soulignerai encore deux aspects, c'est la stimulation de la créativité, j'en parlais un petit peu plus tôt, à la fois dans la façon d'entreprendre. Dans la majorité des cas, on a des business qui sont paralysés, arrêtés ou ralentis. Il faut trouver des idées pour continuer à avancer. Il faut trouver des idées aussi pour créer du lien et renforcer des liens de manière différente. Je le soulignais un petit peu plus tôt dans l'animation des équipes. Et donc ça, je pense que dans toute crise, la créativité, c'est un élément important. Et assez rapidement, je pense que le dernier point que je voulais souligner sur ces modifications des pratiques professionnelles, c'était la refonte et l'adaptation de pas mal de process internes des entreprises où effectivement il faut s'adapter, il faut revoir la façon dont on travaillait. Et je pense que c'est une bonne chose pour toute entreprise, ça permettra de rebondir plus fort après la crise. Le dernier élément que je souhaitais partager avec vous est lié au leadership et au management. Dans cette crise, il faut, et pour faire référence au thème qui nous rejoint aujourd'hui, comment garder le cap dans la tempête, mais je pense qu'il faut agir en tant que capitaine d'un bateau ou d'une embarcation. Il faut être capable de définir des guidelines pour ses équipes. Il faut aussi être capable d'accompagner les équipes, les rassurer, les motiver. Il faut aussi développer des nouvelles façons d'engager les personnes. Parce que, effectivement, derrière un écran, sans être au quotidien les uns les autres, en ayant des interactions différentes, il faut être capable de déléguer des responsabilités, il faut être capable de travailler en mode projet, je le disais tout à l'heure, et ça permet d'engager les équipes tout en les responsabilisant. L'autre aspect qui a vu le jour pour moi dans cette expérience-là, c'est clairement, j'en parlais tout à l'heure, c'est le développement de la proximité avec les équipes. Vous êtes en one-to-one, vous êtes en meeting avec les équipes, vous êtes chez vos équipes. Donc, ça crée une vraie proximité, des échanges très différents. Donc, même si on est à distance, en fait, on est très, très proches les uns les autres. Ça permet de développer d'importantes qualités d'écoute, de l'empathie aussi. Comprendre que tel ou tel collaborateur ne peut pas travailler de la même façon que vous, etc. Et j'en reviens à la diversité, à l'acceptation. Et ça a amené une très forte personnalisation dans les relations, je trouve. Et ça permet de renforcer les liens, ça permet de renforcer la compréhension de l'autre, notamment trouver le bon équilibre pour chacun et chacune. Voilà pour mes enseignements tout au long de cette crise. Je ne sais pas, Raphaël, où j'en suis en termes de timing, mais à mon avis, j'ai été beaucoup plus long que les 10 minutes et je m'en excuse. Merci. Jessica, je pense que c'est à toi. Oui, vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci Julien. C'est pas grave, on prend un petit peu plus de temps, mais on va avoir un autre témoignage de Jessica
et s'en suivra avec Glor, pas une société de service, un aéroport qui effectivement n'a pas l'activité habituelle, mais qui continue. Donc, merci Jessica. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez, même si vous ne pouvez pas me voir. Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir montrer mon visage. Je me suis donné tellement de peine ce matin, pour une fois. Bon, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, et donc je vais essayer d'être succinct. Pourtant, j'ai au moins 10 pages que je voulais vous raconter. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier PageGroup de m'avoir invité à ce webinaire. C'était pour moi une occasion vraiment de faire une rétrospection sur ces 3 derniers mois. C'est incroyable, ça fait que 3 mois. Et c'est impressionnant. Et je pense que vous tous, vous avez l'occasion aussi des fois de réfléchir, mais on en était où il y a 3 mois? Donc, si j'avais été demandé de faire cette présentation il y a 3 mois, ben, j'aurais commencé à vous raconter ce que c'est Genève Aéroport. Donc, c'est un établissement autonome de droit public. Ça veut dire qu'on appartient à l'État de Genève. En fait, l'État de Genève, c'est notre propriétaire. Et en fait, on verse la moitié de notre bénéfice à l'État. Nous avons accueilli 18 millions de passagers, presque 18 millions de passagers en 2019. Et nous avons eu à peu près 190 000 vols en 2019. Et à l'époque, on assurait des vols vers 149 destinations, desservis par 57 compagnies aériennes. En termes de part de marché, les plus importants, comme vous connaissez, c'est EasyJet et Swiss. D'ailleurs, j'avais tourné mon ordinateur pour que vous puissiez voir le tarmac puisque je suis au bureau aujourd'hui. Donc, je peux vous dire que si je regarde par la fenêtre, ça va parce qu'il y a plein d'avions. Ils sont garés là, mais ils sont stationnés. Ça veut dire qu'en fait, ils ne bougent pas, sauf quand on les amène pour une petite promenade pour que les roues restent rondes et ne deviennent pas carrées. Mais bon, il y a 3 mois, tout a changé. Chez nous, le 22 janvier, on a publié notre première communication interne à l'attention des collaborateurs de la plateforme. La plateforme, en fait, ce n'est pas l'employeur Genève Aéroport uniquement. La plateforme, c'est tous les acteurs de cette plateforme. Donc, il y a vraiment des dizaines d'entreprises qui font fonctionner cet aéroport. Et donc, c'est important pour nous aussi de garder le contact et de toute façon, c'est indispensable de collaborer ensemble. Mais durant cette période de crise aussi, de communiquer et de nous coordonner. Donc, cette première information, le 22 janvier, c'était autour de la situation actuelle, l'Organisation mondiale de la santé qui surveille la situation en Chine, qui recommande aucune mesure particulière pour les voyageurs et que si jamais la situation en Suisse devait changer, l'OFSP, donc l'Office fédéral de la santé publique, déciderait de l'activation des mesures particulières, etc., etc. Pour nous, c'était le signal. Nous avons mis notre task force COVID-19 en place fin janvier et nous avons entamé les premières réflexions sur la protection de nos collaborateurs. C'est clair que ça, c'est le plus important pour nous, c'est protéger et les collaborateurs et les passagers. Et comme vous pouvez vous imaginer, et si vous avez déjà été à Genève Aéroport, vous savez, l'espace est réduit. Donc, en fait, au mois de février, nous avons fait une coordination pratiquement quotidienne entre l'OFSP, le médecin de frontière et l'aéroport pour mettre en place et de suivre de près la situation sanitaire et de communiquer à l'interne, y compris les nombreux partenaires, avec le but d'être vraiment factuel et transparent pour protéger justement les collaborateurs et les passagers. Juste pour vous donner une idée du nombre de vols enregistrés durant cette période qui est donc la haute saison pour nous, la saison de ski. Le 22 février, par exemple, nous avons enregistré 628 vols et nous avions 70 000 passagers. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près 100 passagers par jour et juste quelques vols. Donc, ça a beaucoup changé. Et puis, vous vous souvenez peut-être aussi, il y a bientôt 2 mois, le Conseil fédéral
donc le 28 février, a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Et pour la petite histoire, Genève Aéroport fête ses 100 ans cette année. Et le 28 février était le lancement des festivités qu'on souhaitait avoir toute l'année pour ponctuer cette fête. Bon, pour ce lancement, nous avions moins de 1000 invités, donc on a pu faire une très belle fête. Le 1er mars, on a publié notre premier FAQ, donc les premières informations aux collaborateurs pour répondre à leurs questions sur les règles d'hygiène, sur les procédures à suivre pour les collaborateurs en contact avec les passagers, les mises en quarantaine, les mesures par rapport au déplacement professionnel. Puis évidemment, nous avons mis en place notre plan de contingence parce qu'il faut assurer les opérations sur le site. On ne peut pas envoyer tout le monde en home office. Donc, il faut vraiment tenir compte des potentielles absences pour maladie, la protection des collaborateurs vulnérables et l'organisation de télétravail, comme Julien en a parlé aussi. Pour nous, évidemment, ça peut que concerner une partie de la population. À ce moment-là, donc au mois de mars, début mars, nous sommes déjà préparés à une potentielle annonce de réduction d'heures de travail. Vous vous souvenez aussi, le 13 mars, le nombre de cas a dépassé les 500 et le Conseil fédéral a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes, puis a fermé les écoles, réintroduit les contrôles aux frontières. Et puis le 16 mars, c'est là la situation extraordinaire avec la fermeture des commerces non essentiels, déploiement renforcé de l'armée, la fermeture partielle des frontières. Ça nous a énormément impacté, comme vous pouvez vous imaginer. Donc là, vraiment, s'en suivent, j'ai envie de dire, des 3 semaines les plus intenses. Au niveau de la direction, nous nous sommes réunis quotidiennement, évidemment à distance. Y compris le week-end. On a associé aussi la présidente du conseil d'administration à nos séances parce que vraiment l'important dans cette période, c'était de prendre des décisions, de communiquer entre nous, mais ensuite de communiquer auprès de nos collaborateurs et au niveau de la plateforme. Et comme vous avez certainement pu lire, donc avec les médias, la presse, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Et ce qui m'a marqué de cette période et ce qui me marque encore, c'est cette direction soudée. Donc, c'est une équipe avec mes collègues qui sont, on s'entend bien, c'est constructif, nous sommes complémentaires et nous avons une bonne coordination et communication. Maintenant, nous avons pu réduire nos réunions à 3 fois par semaine. L'impact du COVID sur nos collaborateurs, notre priorité, comme j'ai dit, c'est la santé, la protection de nos collaborateurs. En particulier une population vulnérable, parce que vous mettez des gens vulnérables en face de quelqu'un malade de COVID, c'est exactement ce qu'on souhaite éviter. Et je suis vraiment fière de pouvoir dire qu'en tout, nous avons eu jusqu'à présent, touchant du bois, 12 cas de malades COVID avérés. Probablement, il y en avait plus, mais en tout cas, ça, c'est des personnes testées. Et donc, avec ça, évidemment, il y avait des mises en quarantaine, etc. Moi, j'étais surprise en bien que nous n'avons pas eu plus d'infections. À part ça, au niveau de gestion des présences, il faut que chaque service s'organise avec un cadre donné. Et le cadre donné, c'était pour ceux qui peuvent, ils vont faire du télétravail. Pour ceux qui doivent, ils seront sur site. Une partie des collaborateurs sont en RHT, donc en chômage partiel. Évidemment, nous avons des personnes en quarantaine. Les personnes vulnérables, on leur a vite éloignées du site, donc ou en télétravail, ou ils sont chez eux. Et puis, comme vous savez, il y a les situations des personnes qui gardent leurs enfants ou qui sont malades. Nous avons aussi demandé aux collaborateurs de reprendre les soldes de leurs heures et de leurs vacances de l'année dernière pour ceux où il en restait. Ce qui m'a vraiment impressionné et ce qui m'impressionne encore, c'est qu'à Genève Aéroport, nous travaillons principalement sur site. Donc, même dans les fonctions où on pourrait faire du télétravail ou autre, nous sommes ici sur site parce que nous avons un site où il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est un peu l'habitude. Donc, je suis vraiment impressionnée à
à quelle vitesse tout le monde s'est adapté à cette nouvelle situation, au télétravail, à faire des tournus pour être là, sinon on est être en composition d'heures, etc. Je vais quand même entre deux juste poser les questions si vous m'entendez, parce que sinon je suis en train de monologuer pour moi. Oui, oui, on t'entend. OK. Et je regarde, je suis probablement aussi en train de trop parler. Alors, peut-être juste une ou deux choses que nous avons fait, en particulier qui est apprécié par les collaborateurs. C'est bon, d'une part, le paiement du salaire à 100%, ça c'est apprécié, bien sûr. Nous avons une campagne santé et sécurité au travail qui s'appelle I Feel Good. C'est quelque chose qui existe depuis quelques années où nous proposons la nourriture saine, des exercices pour garder l'équilibre, pour éviter les accidents, etc. Et nous l'avons adapté en programme I Feel Mezzo Good. Et nous avons donné donc des conseils ergonomiques pour le travail à domicile. Nous avons offert nos cours de yoga et pilates en ligne. Nous offrons aussi un soutien émotionnel aux collaborateurs. Et puis, on donne aussi des conseils aux collaborateurs pour le travail à la maison et aux cadres pour la gestion à distance. Bon, je vous ai parlé de quelques chiffres. Peut-être juste au mois de mars, pour vous donner une idée. Donc, nous étions le 13 mars à moins 30% de nos passagers par rapport à l'année précédente. Et le 18 mars, donc même pas une semaine plus tard, à moins de 62%. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a pratiquement plus de vols commerciaux. Une activité importante maintenant, c'est l'affrètement de masques et d'autres provisions médicales. Et justement aussi la maintenance des 20 avions de Suisse et les 19 appareils d'EasyJet qui sont garés chez nous et qui demandent quand même une maintenance. Donc, l'aéroport est ouvert et il y a des travaux, il y a aussi des vols, mais beaucoup, beaucoup moins. Donc, évidemment, nous travaillons aussi sur l'avenir, ce qui est d'une part le déconfinement, mais surtout ce moment très délicat de notre existence, puisque nous n'avons plus d'entrée et nous devons faire des économies. Donc, nous avons tout un programme de réduction de coûts. Nous avons gelé la majorité des recrutements. Nous en faisons quand même encore quelques-uns, les importants et urgents. Et puis, nous avons considérablement réduit notre budget d'investissement. À ce moment-là, l'activité RH devient plus importante que jamais. J'ai envie de dire, mes équipes sont vraiment très impliquées par rapport à toute l'administration autour des salaires, les demandes de allocation perte de gains, RHT, gestion des heures, le soutien. Ensuite, le soutien aux collaborateurs, la communication. Franchement, on ne peut pas plus répéter à quel point la communication est important. Donc, nous faisons des communications pour la plateforme, les FAQ pour les collaborateurs, des lettres du DG, il a aussi fait une allocution à tout le monde. Et puis, au niveau des équipes, évidemment, on encourage les chefs de service de rester en contact avec leurs équipes. Moi, je suis super fière de mon équipe RH qui est super engagée par rapport à tout ce travail que nous faisons. Elle s'est très vite adaptée au home office. Nous avons un groupe WhatsApp où on échange de façon très informelle. On s'envoie des énigmes ou des petits gags. Et on maintient quand même toutes les réunions qu'on avait avant, donc les séances complètes ou par pôle pour vraiment garder le contact même en distance. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. J'espère que je ne te coupe pas dans ton élan. Et merci beaucoup de ton partage et la particularité d'un site qui reste évidemment en activité, même si pas l'activité habituelle, on a bien compris. Je vais rapidement passer la main à Laure, qui n'a pas la tâche facile, parce que beaucoup de choses se sont dites. Donc, Laure, je vais vous inviter à nous apporter peut-être les quelques regards nouveaux, surtout Laure qui donc représente une fois de plus les ressources humaines de la ville de Morges et qui nous a partagé une cellule de crise avant l'heure. Donc ça, c'est passionnant.
Donc, je laisse la main à Laure. On décale un tout petit peu au niveau du temps. J'espère que certains n'ont pas besoin de préparer le repas pour vos familles respectives ce midi, mais pour ma part et pour notre part, on va certainement décaler de 10 ou 15 minutes pour laisser Stéphane, une fois de plus, prendre la main pour vos questions, qui doivent être nombreuses. Laure, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont se recouper, donc je vais essayer de résumer ce que j'avais prévu de partager. Donc, la ville de Morges, ce qui nous distingue peut-être des deux témoignages précédents, c'est qu'on est un acteur local. Donc, c'est une ville qui compte 16 000 habitants, un tout petit territoire, 4 km², mais quand même, Morges est le centre d'un district, ce qui fait qu'il y a pas mal de services qui sont gérés par la ville elle-même. Et puis, le service RH rémunère chaque mois plus ou moins 650 personnes qui comptent un certain nombre d'auxiliaires, des personnes par exemple rattachées aux infrastructures sportives, aux piscines qui ne vont pas ouvrir tout de suite. Et puis, on collabore vraiment très étroitement avec la police, avec les pompiers permanents, avec la protection civile. Et c'est vrai qu'on avait assez vite, je vous ai assez vite expliqué comment on travaillait en matière de gestion de crise. La ville de Morges, où la municipalité a été assez précurseur, puisqu'il y a 5 ans, quand j'ai pris mes fonctions à la ville de Morges, je me suis trouvée propulsée dans une formation de gestion de crise qui a été proposée à un certain nombre de cadres. Et bien sûr, les RH étaient intégrés dans ce programme. Donc, depuis ce moment-là, je me promène tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez avec ma petite Bible gestion de crise, c'est l'aide-mémoire. Et puis, on a eu aussi une infrastructure à disposition, une salle de gestion de crise. Mais l'avantage d'avoir été formé, c'est on fait des exercices chaque année. Les personnes se connaissent. Ces méthodes qui sont connues pour peut-être ceux qui font l'armée ou moi personnellement je ne les connaissais pas, donc j'ai pu vraiment acquérir une méthodologie. Et puis je n'ai pas résisté à partager juste certaines choses que j'ai relues dans ce petit manuel. Alors je vous l'avoue, quand la crise s'est déclarée ou quand les choses sont montées crescendo, c'est pas cette page-là que j'ai lue, mais ça a du sens. Donc, quelques petits conseils ou réflexes. Être conscient du chaos permanent, anticiper l'improbable, avoir sa propre grille de lecture du monde, vraiment prendre de la distance, être attentif même aux petits détails, en tenir compte, et puis les partager avec les collègues en gestion de crise pour prendre vraiment les bonnes décisions au bon moment. Les choses sont allées crescendo. Alors peut-être qu'on n'a pas été sensibilisé aussi vite que Page ou que l'aéroport. Pour nous, ce qui s'est passé, c'est courant février, le service qui était le plus exposé à du mouvement de personnes, qui recevait des personnes revenant de l'étranger, nous ont demandé des moyens de protection. Donc en fait, on a commencé vraiment au début, petit à petit aussi. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'entité publique, on doit faire attention de ne pas créer la panique, en fait, en mettant en place des mesures qui seraient trop drastiques, qui feraient peur au public, aux citoyens. Donc, tout de suite, on s'est vraiment calé sur le fait que on doit protéger les collaborateurs et les collaboratrices, mais on doit maintenir des mesures proportionnées. Et pour ça, on s'est calé au début sur le médecin cantonal et puis après, bien sûr, sur l'OFSP, la Confédération. Je dirais, moi, ce qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est que, je dirais, du 3 au 13 mars, vraiment, on a agi un petit peu de manière isolée pour nous-mêmes. Il n'y avait pas encore trop d'instructions qui venaient de l'extérieur. Donc, on a dû gérer, on a donc activé cette cellule de gestion de crise et on a géré les choses du mieux que nous pouvions. Donc, à ce stade, nous avions le secrétaire municipal qui est un peu le chef d'orchestre des chefs de service et qui est en contact avec la municipalité. Il y avait le chef des infrastructures. Il y avait cohésion sociale, c'est quand même une activité majeure pour une collectivité
public. Et puis la chargée de communication, comme l'a dit Jessica, la communication, c'est juste absolument central, aussi bien vers l'extérieur qu'à l'interne. Et on a déploré une première malade qui a été hospitalisée dans un état grave début mars, et ça nous a vraiment rendu conscients de la gravité de la problématique. Et on a choisi, je vous donne cet exemple, à ce moment-là, de communiquer à l'interne. Bien sûr, dans le respect de la personne, hein, on n'a pas mentionné ni son nom, ni sa fonction, mais on s'est dit, OK, on est sur un petit environnement, une ville de 16 000 habitants, il vaut mieux communiquer ce qui peut l'être, hein, et puis être très attentif à suivre les choses sur les réseaux sociaux. Ça nous semblait être la bonne option et vraiment, on n'a pas regretté, même si ça a surpris certaines personnes, on n'a pas regretté d'avoir fait ça. Ensuite, il y a eu un tournant, c'est le fameux 13 mars. À partir de cette date, le plan de continuité a été mis en place, il a été demandé par la municipalité. Donc, on a dû se concentrer sur les missions essentielles. Pour une collectivité publique locale, vous pouvez vous imaginer, c'est la propreté urbaine, hein, la voirie, les services industriels, fournir de l'énergie. Il y a comme des infrastructures. Aussi, l'exemple, hein, on a dû se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec les WC publics? On laisse ouvert ou pas? Enfin bref, on a laissé ouvert une partie. Très vite aussi, le canton nous a demandé de garder des crèches d'urgence. Et je dois dire que c'est ce qui nous faisait le plus souci, hein, parce que dans le milieu de la petite enfance, on ne peut pas maintenir les distances. C'est juste incompatible avec la fonction. Et les cas de personnes avec des symptômes arrivaient de plus en plus dans ce domaine-là, à tel point qu'à un moment donné, on a dû même décider de fermer une partie d'une crèche. Mais par bonheur, et, comme à l'aéroport, comme Jessica l'a dit, nous aussi, on a eu jusqu'à ce jour assez peu de malades, on en a eu moins de 10. Et puis les personnes guérissent, hein, donc ça se passe bien. Je pense que vraiment le fait de réagir très vite, hein, fin février, début mars, a permis de vraiment freiner ces transmissions. Très vite, la municipalité a décidé aussi, sans nous demander trop de chiffres, hein, de quantifier les choses sur les conséquences à terme, de garantir les salaires, y compris pour les personnes rémunérées à l'heure, alors que il est pratiquement certain que nous n'aurons pas droit aux réductions d'horaires de travail. Il y a une notion de risque d'exploitation que nous ne remplissons pas. Et de ce fait, ça restera à charge de la commune. Les salaires resteront à la charge de la commune. Je suis aussi très fière de ce qui s'est passé directement au sein des RH. On a pu largement dépasser les simples activités essentielles comme par exemple le versement des salaires. On a pu continuer le recrutement, on a pu convaincre les décideurs, en l'occurrence la municipalité, de travailler en visioconférence, et on a pu engager même un collègue chef de service. Donc c'était vraiment une bonne surprise, hein, de pouvoir travailler de cette manière. Globalement, ce que je peux peut-être dire, c'est que sur les effectifs, on a à peu près on a dû s'organiser avec des personnes dans des tournus. On a à peu près 40% du personnel qui travaille quelques jours par semaine, mais pas autocontractuel. On a 20% en télétravail, ce qui était déjà une performance parce qu'on a dû installer, on a dû commander des ordinateurs portables en milieu de crise, au début de la crise. Et puis, on a à peu près 20% au bureau ou sur le terrain. On a aussi beaucoup de métiers qui ne sont pas des métiers tertiaires où les personnes n'ont même pas de poste informatique. Donc, c'est vrai que la communication de ce point de vue-là, elle n'est pas simple. Il y a beaucoup d'activités qui ont dû être annulées, les marchés, un festival, on a un théâtre municipal, on a dû annuler un festival, le festival Marche Sourire. Il y a une magnifique fête des tulipes, 190 bulbes qui sont en fleurs au jour d'aujourd'hui. On n'a pas pu fêter les 50 ans de cette manifestation. Il y a des interruptions de chantier. Enfin, vraiment, les conséquences sont assez importantes et ont un impact sur beaucoup de projets. Donc, la reprise, elle va se faire avec des étapes successives. C'est impossible de tout reprendre d'un coup. Ce que je peux dire en résumé, c'est que ça a bien fonctionné. Pourquoi? J'ai envie de dire, c'est un peu les prérequis, hein. Eh bien, c'est parce que nous étions formés à la gestion de crise. Il y a une relation de confiance préalable avec la municipalité.
qui est important aussi, c'est qu'il y a une marge de manœuvre assez importante qui a été laissée pour la mise en œuvre des mesures à chaque service. Je pense qu'on a bien pu rassurer les collaborateurs et puis surtout aussi, on a pu travailler avec des partenaires compétents. Et là, je pense à tout ce qui tourne autour de la santé sécurité au travail, un médecin du travail, le médecin cantonal, etc. Et c'est ce qui a permis à continuer les activités dans de bonnes conditions. Maintenant, le défi, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce que certains disent, c'est que ce dont se souviendront les collaborateurs et les collaboratrices, eh bien, c'est une bonne sortie de crise. Sans doute, les étapes précédentes, on va un petit peu les oublier. Donc, le défi, il est devant nous, il continue. Et puis, dans une collectivité publique, on est sous observation constante des citoyens. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi toute cette communication vers l'extérieur qui compte pour beaucoup. Voilà, je repasse la main. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Laure. Je vais rapidement passer la main à Stéphane, qui a collecté une partie des questions. Stéphane. Voilà, bonjour à tous. Il me revient de relayer les nombreuses questions qui nous sont parvenues. Je dirais que ces questions sont de trois ordres principaux. Il y a des questions de type organisationnel, il y a des questions de type communicationnel et puis des questions davantage personnelles. Alors, je vais peut-être relayer cette question de type davantage personnel à l'adresse notamment de Laure et de Jessica. Pour vous, en tant que DRH dans votre entité respective, dans le fond, traverser cet épisode du Covid, qu'est-ce que ça a modifié concrètement dans votre pratique professionnelle, dans l'exercice de votre métier de DRH? Laure. Merci de réactiver le son. Ah oui. Oui, merci. Merci. J'ai envie de dire, ça n'a pas modifié ma pratique. En revanche, ça a renforcé encore les liens avec mes collègues, en particulier ceux de la task force. Alors ça, c'est certain. Je rejoins aussi Julien qui dit que c'était vraiment l'occasion de découvrir les gens sous un autre angle via les visioconférences, quand on a les gens dans leur contexte privé. On est obligé de s'inquiéter de leur santé. Il y a beaucoup de personnes qui parlent plus volontiers. Et ça, j'ai remarqué aussi une chose, c'est pour ça que la relation de confiance préalable, elle est tellement importante. Et en tant que RH, on a un rôle central pour ça. C'est que il y a des entités au sein desquelles les personnes n'annonçaient pas qu'ils étaient malades du virus Covid. Et ça a des conséquences évidemment importantes, parce que vous ne pouvez pas organiser les quarantaines, etc. Mais je vois dans notre environnement, les choses ont été dites. Donc, j'ai envie de dire, le changement de pratique, non, c'est la poursuite de mon activité dans un contexte différent et qui renforce encore et qui, moi, en fait, me font penser que cette fonction est très utile. Voilà, elle a son utilité. Jessica, de votre côté? Oui, je rejoins un peu Laure que ça n'a pas fondamentalement changé la façon comment j'exerce ou nous exerçons notre métier RH. Avec mon équipe, il y a 2 ans, nous avons défini une feuille de route sur quelques années. Et en fait, ce que nous vivons avec le Covid nous conforte et confirme en fait cette feuille de route qui a dedans, par exemple, la transformation numérique. Donc, évidemment, nous sommes sur la bonne voie là-dessus et puis nous allons continuer là-dessus. Il y a d'autres aspects, le développement des compétences. C'est tellement important comment les gens se comportent en tout temps, évidemment, mais c'est à ces situations de crise qu'évidemment le leadership se montre et c'est important pour nous aussi qu'on puisse vraiment bien définir ce qui est attendu, on va dire, et des collaborateurs et des cadres et évidemment de la direction.
et de vraiment accompagner les personnes dans le développement de leurs compétences. Et puis, nous avons quand même, en tant qu'entité publique, des règlements qui sont peut-être un petit peu vétustes, un petit peu lourds. Et donc, tout ce côté où, en fait, nous avons, dans nos actions, pu montrer notre agilité, il faut qu'on puisse la retrouver maintenant aussi dans nos statuts, dans nos règlements, parce qu'évidemment, dans l'urgence, on a pu prendre des décisions et puis voilà, les collaborateurs se sont bien adaptés, mais ça confirme quand même que peut-être aussi dans nos bases réglementaires, il y a aussi des révisions à faire. Merci beaucoup, Laure et Jessica. Une autre question que j'adresse à vous trois, Julien, Laure et Jessica, c'est une question d'un invité, elle est anonyme, mais elle est très intéressante, cette question, elle est, je dirais, presque communicationnelle. La question est, est-ce qu'on doit craindre des démissions à cause de notre mauvaise gestion de la crise? Julien, qu'en pensez-vous? C'est effectivement une excellente question. Et je pense qu'effectivement, oui, la façon dont le management au niveau gère la crise, la façon dont on va prendre soin, dont on va être à l'écoute des besoins des personnes et dont on va y répondre, je pense qu'effectivement, alors, démission, je ne pense pas qu'elle va arriver en ce moment, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve tous, mais effectivement, ça va rentrer dans la tête du collaborateur ou de la collaboratrice et effectivement, peut-être qu'un jour, ça peut être susceptible d'activer des envies d'ailleurs, puisqu'on est hyper regardé, c'était Laure qui disait ça tout à l'heure, et peut-être encore plus dans son domaine d'activité, mais tout manager est regardé par ses équipes encore plus sur sa gestion de crise, parce que même si personne ne sait, lui ou elle doit savoir. Il doit anticiper, il doit guider. Et quand il n'a pas de réponse, c'est compliqué. Donc, il faut expliquer qu'on n'a pas la réponse, il faut expliquer pourquoi. Donc oui, effectivement, pour moi, je pense que ça pourrait amener si effectivement les personnes jugent qu'elles n'ont pas été bien suffisamment accompagnées. Mais plus d'un point de vue personnel, plus que professionnel, j'entends. Oui, merci beaucoup, Julien. J'aimerais adresser aussi à vous trois une autre question, une question qui est liée au recrutement. Comme Jessica l'a bien montré, comme Laure aussi, Julien également, l'activité perdure malgré la crise. Il y a donc possiblement un recrutement à mettre en place, à mettre en œuvre. La question d'une personne qui s'appelle Julien Bonvin, qui est RRH à l'Hospice Général. Cette question qu'il nous adresse est la suivante. Comment, pour une position importante, comment procéder à des processus de recrutement à travers le numérique? Est-ce que c'est possible ou non? Et quelle est votre approche? Peut-être Jessica. Oui, donc la question, c'est pour les recrutements maintenant qu'il faut faire dans cette situation de confinement, est-ce que nous pouvons même recruter des personnes à haut niveau avec les outils informatiques à disposition? C'est bien ça? Exactement. Oui. Alors personnellement, moi, je suis persuadée, en tout cas jusqu'à un certain point, idéalement, à un moment donné, on aimerait bien rencontrer la personne en chair et en os, mais je veux dire, nous l'avons démontré, je suis sûre, plein d'autres entreprises aussi. Ici à Genève Aéroport, d'habitude, les entretiens se font tous de visu sur place et nous sommes passés directement à des entretiens par Skype. Ça s'est extrêmement bien passé. Encore une fois, idéalement, mais je pense que c'est aussi toujours faisable, c'est avant de signer le contrat, c'est quand même bien de rencontrer la personne en chair et en os. Très bien, merci beaucoup Jessica. Laure? Oui, je peux compléter en disant qu'il y a pas mal de prestataires aussi qui se sont organisés vraiment très vite pour faire des assessments aussi à distance. Donc, c'est des prestataires avec lesquels, pour autant qu'on connaisse leur travail et qu'on soit en confiance, j'ai vu que ça fonctionne très bien aussi. L'outil d'aide à la décision me semble fiable aussi de cette manière.
Maintenant, c'est vrai qu'on se réjouit quand même de pouvoir réintroduire petit à petit des entretiens dans des conditions adaptées, bien sûr, hein, qui est au moins quand même une rencontre en vis-à-vis dans tout le processus de recrutement pour les postes importants. Merci beaucoup, Laure. Je valide vos observations. Nous avons conduit passablement d'Assessment Center à distance, en numérique. C'était pour nous une façon inaugurale de procéder. Et nous sommes enchantés de cette pratique. On va l'intégrer dans notre rythme ordinaire. Ça fonctionne très bien. Les candidats sont à l'aise. Et les observations de l'Assessment Center sont de la même qualité qu'en temps réel. Donc, oui, le Covid ouvre des nouvelles opportunités, ça c'est sûr. Nous avons également quelqu'un qui sollicite vos lumières sur l'aspect émotionnel. Et la question qui est adressée ici, c'est comment, concrètement, avec des initiatives très concrètes, vous avez permis aux managers de gérer ses propres émotions et les émotions négatives de son équipe. Peut-être, Julien, avez-vous des pistes? Alors comment on ne parlera pas du résultat, parce que ça, c'est pas toujours évident de le mesurer, mais le comment, je pense qu'effectivement, je parlais tout à l'heure d'écoute et d'empathie. Oui, je pense qu'il faut passer le temps nécessaire avec tout un chacun pour être capable d'écouter tout ce qui ne va pas, essayer d'apporter des réponses quand on le peut. Ça doit se faire aussi au bon moment. Hein, c'est toujours une question qui est délicate, parce qu'effectivement, on a tous nos bons moments pour s'ouvrir, pour échanger. Et ça, il faut vraiment qu'à notre niveau, on soit capable d'être ultra à l'écoute et de s'adapter. Pour moi, c'est de l'adaptation permanente à tout un chacun, et vraiment prendre en compte qui il est, ce dont il ou elle a besoin, à quel moment. Et je pense que déjà ça, rassurer la personne sur le fait qu'on peut être capable d'écouter et d'apporter des réponses sans jugement. Comme je le disais, on a introduit une forme de proximité énorme. Donc je pense qu'on a dépassé le jugement. On est là pour se prêter main forte. On est tous dans la même galère, pour reprendre l'image du bateau. Et donc on avance, on soutient et on s'écoute. Après, là aussi, la façon dont le message arrive auprès de la personne est ultra clé. C'est pas toujours évident dans ce cas-là de tout anticiper. Ok, merci beaucoup, Laure. Oui, j'aimerais aussi ajouter qu'on a établi une convention depuis 1 année ou 2 ans avec une société de psychologues spécialisés en prévention et gestion de crise. Des fois, je fais appel à eux aussi pour du conseil pour des managers. Et on a assez vite communiqué à tout le personnel sur la possibilité de les appeler au nom de la ville de Morges, donc gratuitement. Et étonnamment, et encore à ce jour, j'ai fait le point hier avec la directrice, il n'y a pas d'appel. On n'a pas vraiment d'explication. Je pense que ce qui est positif, c'est qu'on l'a proposé. J'ai des personnes qui ont remercié pour ça. Pour autant, ça n'a pas été utilisé. Donc, je me dis, bon, je prends ça plutôt en positif. Ça veut dire que les gens sont allés ont des ressources ailleurs. Et puis, peut-être au sein de la task force, en tout cas entre nous, ce qui est super important, c'est l'humour. Je trouve qu'on désamorce pas mal de choses. On s'est fait cette réflexion et il y a beaucoup d'humour aussi entre nous. Merci beaucoup, Laure. J'aimerais adresser une question maintenant que je relaye d'un internaute à Jessica. Et cette question concerne la communication. Quel équilibre entre trop communiquer ou pas assez communiquer? Vous avez dans votre exposé décrit l'importance que la communication avait à vos yeux. Ici, la question est comment trouver l'équilibre entre trop communiquer ou pas assez? Jessica, on vous écoute. Déjà, je trouve que c'est une excellente question puisque, effectivement, nous avons tous, je crois, pas mal parlé de communication. À mon avis, on ne peut pas trop communiquer. Par contre, il faut vraiment bien peser les différentes façons et utiliser les différentes façons de communiquer. C'est-à-dire, et en tout cas, moi, je me rends compte ici, nous avons fait pas mal de communication écrite, donc les FAQ, les bulletins, la lettre du DG. Et à un moment donné, les collaborateurs ont envie d'autre chose. Ils ont envie de voir les gens. Donc, c'est pour ça que nous avons fait la vidéo, l'allocution
du directeur général et puis bon, nous diffusons aussi des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est vraiment ça, il faut varier les différents réseaux de communication, mais on ne peut jamais trop communiquer parce que c'est pas forcément intéressant pour certaines personnes de lire, d'autres, pour eux, c'est très important. Donc, il faut trouver les différents moyens et évidemment aussi les réunions, donc parler avec les gens, leur donner l'opportunité de parler avec leurs collègues, avec leurs chefs, pour que ces informations circulent par tous les biais possibles. Merci beaucoup, Jessica. Il y a plusieurs questions que je rassemble sous un faisceau qui concernent dans le fond la gestion du déconfinement. Nous allons tous, à un moment donné ou l'autre, revenir au bureau, au travail, dans une conception davantage physique et moins numérique. Et il y a beaucoup de questions qui portent en elles un peu d'anxiété, c'est-à-dire les organisations sauront-elles, permettront-elles de respecter les risques sanitaires, les distances minimales, le port des masques, etc., dans la vraie vie. Comment vous anticipez ce type de questionnement et de crainte? Peut-être Julien? C'est une excellente question. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a effectivement les directives de la Confédération qui va déconfiner au fur et à mesure. Il y a l'anxiété, comme vous disiez très justement, des collaborateurs à un moment donné qui vont peut-être ne pas vouloir revenir au bureau. Il y a ceux qui pourront revenir au bureau ou pas en fonction de quand est-ce que les enfants vont reprendre l'école, en rythme alterné ou pas. Donc c'est assez énorme, je pense, le nombre de paramètres à prendre en compte. Moi, ma vision pour le moment, et désolé de ne pas être beaucoup plus précis, c'est vraiment de laisser la santé de tout un chacun au centre de tout ça. Et s'il y a la moindre hésitation, le moindre risque, ça fait 6 semaines qu'on a appris à travailler à distance. Je pense que, et désolé de le dire, on n'est plus à 1 semaine ou à 2 semaines près. Je ne prendrai aucun risque avec n'importe qui parce que revenir au bureau, et s'il y a le moindre cas positif, ça veut dire refermer les bureaux, renvoyer tout le monde chez soi et on est reparti encore pour un cycle. Donc j'ai envie d'observer ce qui va se passer, quand est-ce qu'effectivement les enfants vont reprendre l'école, quand est-ce que les magasins vont ouvrir, quelles sont les répercussions en nombre de cas positifs que l'on verra à ces moments-là avant vraiment de définir une stratégie. Après, pour l'instant, on a des bureaux à Genève où on a 40 personnes. On ne peut pas rassembler plus de 5 personnes aujourd'hui. Quel est le sens de rouvrir un bureau pour avoir 5 personnes dans 400 mètres carrés, pas recevoir de candidats en entretien parce qu'ils vont rester chez eux? Je pense qu'on peut se permettre encore de travailler un peu plus longtemps à distance, mais en même temps, on ne peut pas empêcher les personnes qui ont besoin du contact de se retrouver aussi. Donc, c'est un juste équilibre, mais pour moi, ça sera la santé de chacun qu'il faudra privilégier. Et pour le coup, là, le zéro prise de risque, vu qu'on est devant une situation totalement floue et inconnue et que personne ne maîtrise, même les plus brillants épidémiologistes, virologues, etc. Donc, je me garderai bien de prendre des risques. Ok, merci beaucoup, Julien. J'aurais une question personnelle à l'adresse de Laure et de Jessica. Est-ce que cette crise n'a pas reconfiguré votre relation, c'est une question de type de gouvernance, pour Laure à son conseil municipal et pour Jessica à son conseil d'administration? Est-ce que cette crise vous a rapproché de ces organes? Est-ce que ça a reconfiguré les relations qu'ils entretiennent ces organes avec vous? Quelle est votre expérience, Laure? Oui, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre encore de pouvoir totalement tirer un bilan, mais avec une municipalité, on est dans un processus décisionnel. Enfin, les décisionnaires sont la municipalité. Donc, les chefs de service, on nous nomme les techniciens. Voilà, ça dit déjà pas mal de choses sur où on nous place. Et je pense que oui, ça va changer un peu la position de l'un et de l'autre. Ouais. Bon, ça fonctionnait déjà très bien, mais je pense que peut-être qu'il y a une petite marge d'autonomie supplémentaire qui sera gagnée à la fin de cette crise.
Ouais. Très bien, merci beaucoup. Et pour vous, Jessica, à l'aéroport? Oui, alors moi, je suis persuadée, et je peux juste vous donner un exemple. Je vous ai raconté que depuis le début de la crise, lors de nos séances de direction, ou tout au début de la séance de direction, en fait, nous associons la présidente du conseil d'administration pour les sujets COVID. Et le feedback qu'elle m'a donné, j'ai envie de dire, c'était encore au mois de mars, fin mars, au début, elle a dit, mais c'est tellement intéressant pour moi parce que je me rends tellement mieux compte de ce que vous faites, vos métiers, à quoi vous êtes confrontés. Donc ça, c'est déjà inestimable que l'un comprend l'autre. Et je pense aussi que dans des périodes de crise, c'est vraiment là, il y a plusieurs qui l'ont mentionné, en général, on se serre les coudes et c'est ça qui compte. On met l'accent sur ce qui est vraiment important et prioritaire et on travaille ensemble. Et là, moi, je suis persuadée, je parle pour l'avenir, hein, parce que voilà, nous avons encore un long chemin devant nous pour sortir de cette crise et je compte beaucoup sur ce rapprochement pour bien travailler ensemble. Très bien, merci beaucoup Jessica. Je parle sous le contrôle du maître de cérémonie, Raphaël Aceo, mais j'imagine que nous pouvons clore l'espace des questions maintenant. Je remercie les internautes pour la foultitude de questions transmises et je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas vu leurs questions traitées parce que nous aurions dû y passer toute l'après-midi. On voit que c'est un thème qui a stimulé beaucoup d'interrogations. Je vais vous livrer, si vous êtes d'accord maintenant, une synthèse personnelle en m'appuyant sur les prestations des uns et des autres. Chez Julien Gibert, j'ai retenu 4 principes majeurs, mais je parle sous votre contrôle, Julien. J'ai compris, vous l'avez dit, que vous vous êtes organisé en premier lieu autour des contraintes des collaborateurs. Ça m'a touché. Il y a des collaborateurs qui ont des familles, d'autres pas de famille, etc. Donc, vous avez cherché, dans le fond, à organiser le travail autour des contraintes des collaborateurs. C'est quand même assez rare en temps normal. Bravo pour cela. Le deuxième principe, j'ai entendu que vous avez investi dans la communication positive, la créativité, des cours de cuisine, la régulation des équipes aussi, le partage des bonnes pratiques. Ça, c'est assez classique, mais en temps de crise, c'est un élément très vertébrant. Et puis, j'ai aussi entendu, c'est le troisième principe que j'ai conservé de votre proposition, que vous avez cherché toujours à vous rapprocher de vos clients et de vos candidats comme de vos collaborateurs en les rassurant sur les éléments financiers, parce qu'effectivement, une crise de cette nature met en péril tout l'édifice des institutions, quelles qu'elles soient. Donc, à un moment donné, on est obligé de rassurer les collaborateurs sur les fondamentaux. Et puis, vous avez insisté longuement, et je vous remercie, sur les aspects positifs du confinement, la gestion de projet, la confiance, la responsabilisation, qui montrent dans le fond que les écrans ne font pas forcément écran, mais qu'ils peuvent aussi rapprocher les équipes, les managers et les individus. Donc, voici ce que j'ai retenu de l'intervention de Julien. Est-ce que Julien, vous êtes à l'aise avec cette synthèse? Parfait, ça me va très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Jessica, je vais essayer de restituer dans le fond ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris de vous. Vous nous avez indiqué qu'en février, il y avait 628 vols, alors qu'en temps réel, il y en avait plus de 70 000. Donc, on voit dans quelle catalyse, dans quel âge de glace l'aéroport de Genève a été pris. J'ai retenu les principes suivants, il y en a 4, la conduite, la complexité, l'agilité et le soutien RH. La conduite, c'est que très vite, vous avez parlé d'une task force qui se réunissait régulièrement. Je pense que c'est un modèle qui est commun aux différents intervenants. Vous avez parlé de la complexité parce que vous devez continuer à opérer. Donc, vous ne pouvez pas envoyer tout le monde en télétravail. Et vous avez parlé également de la protection des collaborateurs vulnérables. Ce qui m'a aussi étonné, c'est le troisième point que je relève, c'est l'agilité, c'est-à-dire que vous avez dit que l'habitude à l'aéroport de Genève était vraiment de travailler sur le site. Et là, des nouvelles habitudes ont été très rapidement prises, alors que culturellement, elles étaient plutôt infractionnelles. Elles ont été rapidement incorporées, intégrées.
Et puis, vous avez insisté, c'est le 4e point, sur le soutien RH, la communication, l'ergonomie, le programme de santé au travail. Vous avez même parlé de cours de yoga, etc., qui ont facilité, dans le fond, le rapprochement entre vous et vos clients internes, que sont vos collaborateurs. Est-ce que, Jessica, j'ai restitué correctement votre proposition? Absolument fidèle. Merci Stéphane. Et j'aimerais juste rajouter, puisque Laure parlait du soutien émotionnel et qu'il n'y avait aucun collaborateur qui a saisi cette cellule, chez nous, c'est exactement la même chose. En l'occurrence, les cours de yoga et de pilates sont extrêmement, donc en ligne, sont extrêmement appréciés parce que c'est un moyen de se retrouver avec ses collègues, mais plus ludique et en faisant quelque chose pour la santé. C'est très, très intéressant. Merci Stéphane. Merci beaucoup, Jessica. Laure Hauswirth, donc Laure nous a rappelé que suivre des cours de gestion de crise peuvent être utiles parfois. On a tous suivi des cours de gestion de crise et on se posait un peu la question de leur utilité intrinsèque, notamment dans cette période que l'on vit maintenant. Vous avez insisté, Laure, j'ai beaucoup apprécié sur la dimension méthodologique de la gestion de crise. Et de votre prestation, j'ai retenu les 3 principes suivants. La commune de Morges s'est rassemblée autour d'un chef d'orchestre. Je vous dis, j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Ce chef d'orchestre était le secrétaire municipal, le primus inter pares du chef de service. Vous, 2e principe, vous vous réunissez dans une pièce spécifique à la gestion de crise. Ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire comme si vous aviez dédié une war room dans laquelle vous vous réunissez, qui était dédiée spécifiquement à la gestion de la situation. Et puis, le 3e élément, c'est que vous avez montré toutes les difficultés de rendre public des prestations publiques, puisque vous fermez des écoles, vous abandonnez des pièces de théâtre, vous fermez des manifestations. Donc, du coup, quand on est un service au public, mais quand le public ne peut plus être présent, ça pose beaucoup de questions assez complexes à gérer. Est-ce que, Laure, j'ai restitué fidèlement le propos qui a été le vôtre? Oui, merci Stéphane. C'est vrai que oui, cette fameuse communication vers l'externe, c'était juste central et ça continue à l'être. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Je vais peut-être clore, Raphaël, si tu permets, par 3 petites idées. Du point de vue du sociologue consultant, je pense que ce Covid-19 est un accélérateur de l'histoire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a réussi en 3 jours à faire adopter à 3 milliards de personnes des pratiques professionnelles nouvelles qui étaient déjà préexistantes mais qui n'étaient pas vraiment appliquées. Je pense notamment au télétravail et à l'enseignement systématique à distance. Je pense qu'en temps normal, il aurait fallu 30 ans pour obtenir de telles avancées. Donc, il y a là quand même un phénomène, une fenêtre d'opportunité rare et assez unique. Ça, c'est le premier point. Le 2e point, c'est que le Covid-19 a fait éclater les équipes, mais en même temps les a rapprochées. C'est un peu un paradoxe que Julien a bien identifié. Je pense que grâce à ces outils numériques qu'on essaye d'apprivoiser, on a pu rentrer dans les cuisines de nos collègues, dans les salons des familles, dans leur jardin de manière assez étrange. Et la sphère, la différence, enfin la frontière entre la sphère privée et la sphère professionnelle est devenue un peu plus ténue par la grâce du numérique. Donc, ça a à la fois rapproché les personnes, même si physiquement elles étaient séparées. Et puis, je pense que dernier élément, et là je m'inspire d'une réflexion de ma collègue Kirsten Bourcou, je pense que le Covid-19 a confirmé les lettres de noblesse du management efficace tel qu'on le pensait. C'est-à-dire que on sait que c'est très difficile de motiver une équipe à distance, et nos observations montrent qu'un cadre qui n'a pas suffisamment d'intelligence émotionnelle développée, qui n'est pas suffisamment aguerri sur ces dimensions-là, sera assez mal équipé pour soutenir l'équipe, fabriquer du lien à distance, combler l'absence physique dans cette période de crise. Donc, on voit dans le fond que ce qui fait gagner un manager en temps ordinaire le fait également gagner en temps extraordinaire, peut-être même encore avec plus d'avantages différentiels. Donc, voilà les 3 idées conclusives, si vous voulez, que je voulais partager avec vous
et aussi avec toutes les personnes qui nous font la gentillesse et l'amabilité de nous suivre. Merci Stéphane pour ta conclusion et pour toutes ces questions. On a pris plus de temps et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et désolé pour ceux qui sont évidemment partis avant. C'était ambitieux, 1 heure, un sujet vaste. Merci à vous, Laure, Jessica, pour vos témoignages et très intéressants. Je peux que souhaiter en conclusion pour ma part d'avoir entendu que des messages, beaucoup de messages positifs, beaucoup d'apprentissage. J'espère que tout le monde y prendra en tout cas son lot. Et voilà, vous ne représentez pas simplement de secteur comme on l'a vu, que le moins d'impact possible aussi d'un point de vue économique vous entache, qu'on puisse tous voilà, retrouver une activité saine, même si on pressent quelques difficultés à venir. Mais voilà, je souhaite en tout cas également une bonne santé à tous dans cette période qui n'est loin d'être terminée, mais dont on commence à bien apprendre les bons messages et adapter nos structures. Donc, merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. appétit. Bonne journée à vous.